Bonjour, dans la présente capsule, je regarde avec vous quelques exemples de mise en application de l'utilitarisme, tout simplement pour mieux voir comment s'articulent les différents critères du calcul utilitariste. On y va. Premier exercice qui vise tout simplement à mieux voir les différents critères de l'approche utilitariste. Donc, supposons qu'on est dans une situation où, aux soins intensifs, on a des places et des ressources seulement que pour 3 nouvelles admissions. Donc, on peut traiter seulement 3 nouvelles personnes et supposons qu'il y a 4 personnes qui ont besoin des soins intensifs. Donc, c'est un exercice de pensée pour mieux voir la perspective utilitariste. Ici, il s'agit de choisir, dans le fond, dans un cas comme ça, là, qui est un peu campé là, de façon un peu tranchée pour mieux voir les critères, bien, dans un cas comme ça, 4 personnes, on peut en admettre que 3 aux soins intensifs. Puisqu'il s'agit de soins intensifs, on va prendre, pour les besoins de l'exercice, prendre comme présupposé qu'il va donc y avoir une personne qui ne pourra pas être traité et qui va perdre la vie, en présupposant ici que les soins intensifs sont parce que la vie est en danger. Si on regarde les différents critères, donc toute personne doit être considérée, on doit considérer de manière égale au point de départ les 4 individus qui sont ici dans la liste. On doit aussi considérer toute personne qui va subir directement ou indirectement les conséquences de fait d'admettre la personne ou de ne pas l'admettre. Donc, ici, une conséquence générale, c'est que peu importe où se porte notre choix, puisqu'on peut admettre que 3 personnes et que les 4 ont besoin des soins intensifs, bien, une conséquence générale, c'est que peu importe où se porte notre choix, il va y avoir une personne qui va mourir. Donc, ça ici, c'est une conséquence. Un mort d'un côté, peu importe notre choix. Donc, il s'agit de voir qui sera finalement le sacrifié. Je vais y aller un par un pour mieux voir les critères. Première personne, première admission possible, un médecin, 45 ans, divorcé, pas d'enfant. Parmi les critères utilitaristes, qu'est-ce qui joue soit pour lui ou contre lui? Bien, ce qui joue contre lui, c'est qu'il n'y a pas d'enfant et il est divorcé. Donc, dans son entourage immédiat, ça crée moins de conséquences négatives s'il n'est pas sauvé. Par contre, ce qui joue en sa faveur, et je l'avais évoqué là, en expliquant justement les critères de l'utilitarisme, ce qui joue en sa faveur, c'est que c'est un médecin et qu'il a 45 ans. Donc, il va pouvoir sauver d'autres vies. Si on traite ce médecin-là, il va pouvoir continuer à pratiquer. Et donc là, il faudrait multiplier par toutes les vies qu'il va lui-même sauver de l'âge de ses 45 ans jusqu'à sa prise de retraite. On ne sait pas à quel âge il va prendre sa retraite. Est-ce que ça va être à 60 ans, 65 ans? Peut-être qu'il va continuer la pratique jusqu'à 70 ans. On ne peut pas chiffrer de façon exacte, mais on peut quand même anticiper un ordre de grandeur. On peut anticiper qu'il va y avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont pouvoir être soignées par ce médecin-là. Donc, ici, il s'agit de multiplier les conséquences. Quelle est l'étendue en termes de nombre? On doit multiplier par un grand nombre de personnes qui vont aussi avoir des retombées positives du fait qu'on sauve le médecin pendant toute une étendue temporelle, donc toute l'étendue entre ses 45 ans et sa prise de retraite. L'intensité, bien puisque c'est la santé des individus qui va venir améliorer par sa fonction de médecin, on doit accorder une intensité forte à chacune des personnes qui vont pouvoir être traitées aussi par ce médecin-là jusqu'à l'âge de sa retraite. Donc là, on a c'est un peu comme un jeu de domino, là, mais dans l'aspect positif, on a une accumulation de conséquences qui ont des retombées entre elles positives. Et chacune des personnes traitées par le médecin, évidemment, va avoir des impacts. En fait, chacune de ces personnes-là va engendrer d'autres conséquences positives dans son entourage. Donc, il va y avoir d'autres personnes qui vont être affectées de façon positive du fait qu'un de leurs proches est traité par le médecin et ainsi de suite. Donc, ici, on voit que le médecin de 45 ans, il est
hautement avantagé dans le calcul utilitariste, même s'il est divorcé et qu'il n'a pas d'enfant. Deuxième individu qu'on a à considérer d'une approche utilitariste, propriétaire d'un dépanneur, 67 ans, marié, 3 enfants. Qu'est-ce qui joue en sa faveur ou contre lui? Ce qui joue en sa faveur ici, le fait qu'il est marié et qu'il a 3 enfants. Donc, le traité sauver sa vie va avoir des impacts positifs dans son entourage immédiat. On multiplie par 4 personnes, son épouse, ses enfants. Ensuite, qu'est-ce qui joue contre lui? Ce qui joue contre lui, c'est la durée de vie restante. Puisqu'il a 67 ans, il a moins de plaisir devant lui dans ses années de vie restantes que les autres personnes, 45 ans, 30 ans et 15 ans. Donc ça vient jouer contre lui. En même temps, ses 3 enfants, étant donné que lui a 67 ans, on peut présumer que ses 3 enfants sont probablement rendus à l'âge adulte ou tout près. On ne sait pas à quel âge il a eu ses enfants, mais on peut présumer qu'il est très probable qu'il soit rendu à l'âge adulte ou tout près. On peut présumer, en tout cas, même si le problème ne le mentionne pas. Ensuite, sa fonction, propriétaire d'un dépanneur. Eh bien là, dans les aspects positifs, toute personne à qui il rend service, à qui il rend une vie plus agréable, va entrer dans l'enchaînement des retombées positives en sauvant sa vie. Par contre, ce qui joue contre lui, c'est qu'en tant que propriétaire d'un dépanneur, les conséquences positives qu'il apporte comme contribution à la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, puisque c'est toujours ça le critère ultime des utilitaristes, eh bien, là, c'est une contribution qui est facilement remplaçable. C'est-à-dire que si lui n'est pas traité, n'est pas admis aux soins intensifs, qu'il décède, bien, la part qu'il avait pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, cette part-là va probablement pouvoir être remplacée sans trop de difficulté. Ça se peut qu'un de ses enfants prenne la relève, par exemple. Peut-être qu'au lieu d'être le dépanneur chez Gontran et Fils, ça va devenir le dépanneur chez les fils à Gontran. Enfin, vous voyez, peut-être que ça va être un de ses enfants, peut-être que ce ne sera pas un de ses enfants, mais il va probablement y avoir une relève pour le dépanneur. Une relève qui va être beaucoup plus facile à aller chercher que le médecin qui a besoin de toute une formation avant de pouvoir pratiquer. Donc ça ici, ça va venir jouer contre lui en plus de son âge. Ensuite, l'écrivain est réputé. 30 ans, célibataire, pas d'enfant, même exercice, qu'est-ce qui joue pour lui ou contre lui? Ce qui joue contre lui, il n'y a pas d'enfant et il est célibataire, donc dans l'entourage immédiat, il n'y a pas de gens qui vont être nécessairement très attristés du fait qu'on ne le sauve pas. Par contre, qu'est-ce qui joue pour lui? Le fait qu'il a 30 ans, il reste beaucoup d'années devant lui, donc une somme assez grande de plaisir à venir pour la maximisation globale dans la durée du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Du moins, il lui reste plus de temps en termes de probabilité, là, même si on peut mourir à n'importe quel âge, en termes de probabilité, il lui reste fort probablement plus d'années devant lui que la personne de 67 ans, même si c'est en termes de probabilité, non pas de certitude, mais c'est très probable. Ensuite, qu'est-ce qui joue en sa faveur? Le fait que c'est un écrivain réputé et qu'il a 30 ans. On peut présumer qu'une partie de son œuvre est probablement devant lui à l'âge de 30 ans. Et là, le fait de le sauver pour qu'il puisse poursuivre la production de son œuvre littéraire vient jouer fortement à son faveur. Pour mieux le voir, parce que je sais que lorsque je fais cet exercice-là en classe, ça ne va pas de soi pour tout le monde. Pour mieux le voir, qui d'entre vous connaît ou a déjà entendu plus ou moins le nom de Shakespeare? Qui d'entre vous connaît ou a plus ou moins déjà entendu le nom de Molière? Eh bien, à peu près tout le monde, presque tout le monde connaît Shakespeare, presque tout le monde connaît Molière. Maintenant, si je vous demande qui parmi vous connaissez le nom de la boulangère où Molière allait acheter ses croissants? Qui d'entre vous connaissez le nom du dépanneur où Shakespeare allait acheter ses muffins?
Personne. Évidemment, personne. Même ma question ici doit vous sembler étrange. Mais voyez-vous, même s'il y a très longtemps qu'ont vécu Shakespeare et Molière, donc ça fait très longtemps qu'ils sont morts, on les connaît encore. Leur œuvre a encore une incidence dans la vie de certains individus. Alors que la boulangère ou le pâtissier qui vivait à l'époque de Shakespeare, de Molière, qui apportait probablement de très grands plaisirs dans leur entourage, parmi leurs clients, etc., ils n'ont plus nécessairement d'impact aujourd'hui, après leur mort, alors que Molière et Shakespeare, leur œuvre a encore un impact. Donc ici, qu'est-ce qui va jouer en faveur de l'écrivain dans ce cas-ci, où on doit choisir entre les 4 personnes? C'est parmi les critères de l'utilitarisme, c'est le critère de l'étendue temporelle. C'est que l'œuvre qu'il va produire va engendrer aussi des plaisirs, du bonheur, de la satisfaction chez des personnes qui ne sont pas encore au monde, et ce, même après la mort de l'écrivain. Donc, en lui permettant de poursuivre son œuvre, étant donné qu'à 30 ans, on peut présumer, même si ce n'est pas une certitude, on peut présumer qu'une bonne partie de son œuvre est probablement davantage devant lui que derrière lui. Donc, en lui permettant de poursuivre son œuvre, on vient aussi multiplier le bonheur et le nombre de personnes potentiellement touchées par son œuvre littéraire pour une durée très grande, puisque c'est quelque chose qui va rester, qui va pouvoir demeurer, même après la mort de l'écrivain. On peut encore aujourd'hui apprécier les œuvres d'Homère, par exemple, dans l'Antiquité grecque, de Virgile, etc. Donc, même s'il y a plusieurs siècles qui nous séparent d'un écrivain, même s'il y a des décennies, c'est pas nécessairement une entrave absolue à la multiplication d'effets positifs ou de conséquences positives. Donc, de la même façon que le médecin était très avantagé par toutes les vies qu'il allait améliorer jusqu'à sa retraite, l'écrivain est très avantagé par toutes les vies qu'il va toucher, avec une intensité probablement moins grande que le médecin, parce qu'il ne sauvera peut-être pas des vies, quoique peut-être qu'il peut redonner le goût à la vie à certains, mais enfin, l'intensité peut-être moindre, mais l'étendue temporelle, là, elle est encore plus grande que pour le médecin. Donc ça, c'est l'élément qui vient l'avantager grandement. Ensuite, 4e individu à considérer pour l'exercice, un étudiant, 15 ans, célibataire, pas d'enfant. Ce qui joue pour lui ou contre lui, ce qui vient jouer plutôt contre lui, le fait qu'il est célibataire, pas d'enfant. Mais par contre, étant donné qu'il a 15 ans, ben, il est très probable qu'il ne reste pas célibataire toute sa vie. Il est possible qu'il ait jamais d'enfants, mais il est possible aussi qu'un jour, il ait des enfants. Et l'élément assez central là, qui vient jouer en sa faveur, dans ce cas-ci, étant donné que les autres données sont réduites, c'est son âge. Puisqu'il a 15 ans, encore là, peut-être qu'il va mourir le lendemain dans un accident, mais en termes de probabilité, il est hautement probable qu'il lui reste beaucoup plus d'années devant lui que tous les autres, 30 ans, 67 ans, 45 ans. Donc aussi une somme de plaisir, de bonheur à venir qui pèse dans la balance d'un calcul utilitariste. Donc ici, pour un utilitariste, puisque l'objectif est de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, il faut considérer tous les êtres vivants qui ont la capacité à ressentir. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment à considérer les animaux parce qu'il n'y en a pas vraiment d'impliqués de façon directe. Ce n'est pas comme une question en éthique animale ou en éthique de l'environnement. On doit considérer l'entourage aussi. On doit considérer l'étendue en termes de nombre, l'étendue en termes de durée et l'intensité de ce qui est généré comme conséquence. Ça fait en sorte que si une personne ici doit être sacrifiée parce qu'il n'y aurait que de la place que pour 3 nouvelles admissions aux soins intensifs, alors que 4 personnes, les utilitaristes considéraient que la personne, dans ce cas-ci, à sacrifier est le propriétaire d'un dépanneur. Le médecin serait clairement sauvé étant donné l'intensité des vies qu'il va améliorer en continuant sa pratique jusqu'à sa retraite si on le maintient en vie.
L'écrivain est hautement favorisé du fait que son œuvre va rester après sa mort. Si c'est un écrivain réputé, et pas quelqu'un qui gribouille sur Facebook, là, mais disons que si on s'entend un écrivain réputé, l'étudiant est favorisé par son âge, vu qu'il a 15 ans, mais ici, celui dont la contribution pour une maximisation au plus grand bonheur pour le plus grand nombre, celui dont son rôle est le plus facilement remplaçable dans un cas où on ne peut pas sauver tout le monde, est le propriétaire du dépanneur, d'un dépanneur, 67 ans, marié, 3 enfants. Cet exercice-ci avait pour objectif de repasser les différents critères pour montrer aussi que les différents éléments, souvent, ils se présentent en bloc. L'intensité des conséquences avec le nombre de personnes touchées, on traite ça en même temps quand on regarde sur des ordres de grandeur ici. Et en même temps, ça permet de voir avec cet exemple-là, ça permet de voir aussi en quoi l'utilitarisme a une certaine conception méritocratique. Comme je mentionnais dans la capsule sur l'évaluation critique, ce n'est pas un élitisme en termes de classe sociale, mais il y a quand même une méritocratie où les personnes qui ont davantage de mérite à favoriser la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre vont être favorisées, comme le médecin, comme l'écrivain réputé ici, comme l'étudiant de 15 ans qui est plus jeune, qui lui reste plus de temps, mais dans une moindre mesure. Donc ici, là, on peut voir que selon les sensibilités, on pourrait trouver injuste, par exemple, qu'un propriétaire de dépanneur soit sacrifié étant donné qu'il est plus facilement remplaçable, alors qu'il est peut-être, comme individu, peut-être qu'il est beaucoup plus sympathique que le médecin. Peut-être que le médecin est divorcé justement parce que c'est un être exécrable, peut-être qu'il est méprisant, peut-être qu'il est vraiment déplaisant, mais tout ça, même si on imagine là, un individu très déplaisant à fréquenter, très mesquin, très égoïste, etc., tout ça n'enlèverait pas les vies qu'il va améliorer de par sa pratique de médecin. Donc tout ça ne renverserait pas la conclusion des utilitaristes. Donc ici, en même temps que cet exercice-ci nous permet de voir l'application des critères utilitaristes, ça nous permet de voir aussi pourquoi est-ce que certains considèrent que c'est peut-être un peu problématique, un peu ou moyennement ou beaucoup selon notre sensibilité, c'est peut-être problématique, qui est justement un traitement inégal des individus en fonction de leur mérite à venir plus ou moins maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et ainsi, d'un point de vue utilitariste, ceux-ci considèrent que certaines personnes, en bout de ligne, ont plus de valeur que d'autres personnes. Donc, ce qui peut déranger aussi. Donc, ça, c'est le premier exercice pour mieux voir l'application de l'éthique utilitariste. Deuxième exercice d'application des critères de l'éthique utilitariste ou de l'approche utilitariste. Dans votre cahier de notes de cours avec exercice, à la page 56, on va considérer la mise en situation qu'il y a là et remarquez, c'est un type de mise en situation qui pourrait être utilisé dans des dissertations. Je ne reprendrai pas la même situation, mais je l'ai déjà utilisé par le passé. Donc, ça peut vous donner une idée aussi des genres de problèmes éthiques que vous pouvez retrouver dans les dissertations. Donc, je regarde rapidement le problème. Donc, page 56, dilemme éthique. Je vous fais la lecture. Donc, Anatole, non fictif, a 21 ans et, si tout se passe bien, il va obtenir son DEC du cégep de Trois-Rivières à la fin de la présente session. Pendant longtemps, Anatole s'est cherché. Il a souvent pris ses cours à la légère et les a, par conséquent, souvent échoués. Pas parce qu'il n'avait pas la capacité nécessaire, au contraire, mais simplement parce qu'il ne voyait pas où ça devait le conduire. Mais depuis peu, les choses ont changé. Ça fait 2 mois qu'il est avec Bernadette, non fictif aussi. Ça fait 2 mois qu'il est avec Bernadette qui, malgré ce que pourrait laisser croire son nom, est à la fois fort séduisante, drôle et vive d'esprit. Difficile de dire si c'est ou non une coïncidence, mais depuis ce temps, les horizons d'Anatole semblent s'éclaircir. Il a enfin trouvé ce qu'il voulait faire de sa vie, dans la vie.
Il veut devenir journaliste, plus précisément faire un baccalauréat en communication publique avec un certificat en journalisme. Bernadette, pour sa part, veut devenir ergothérapeute. Puisqu'Anatole et Bernadette terminent en même temps leur DEC et que leurs programmes d'études respectifs sont offerts avec une bonne réputation à l'Université Laval, ils planifient fébrilement leur déménagement à Québec. Ils quitteront papa et maman pour vivre enfin ensemble en appartement. Quelle joie! Bon, peut-être qu'en contexte de pandémie, il n'y aurait plus besoin de déménager, mais supposons qu'ils quitteront pour aller en appartement. Quelle joie! Et ils se consacreront, en se supportant mutuellement, à l'étude en vue de leur carrière respective future. Mais la vie étant parfois cruelle, comme dans un drame shakespearien, Anatole se réveille au son d'un agent de police qui frappe à la porte. Son père et la seconde femme de celui-ci viennent de décéder dans un accident d'auto. Un abruti ivre a embouti leur auto alors qu'il revenait du cinéma. Le père d'Anatole, après une douloureuse séparation, avait retrouvé l'amour avec une femme plus jeune. Ils ont eu une fille ensemble, soit la demi-sœur d'Anatole, Gertrude. Non fictif encore. Gertrude, malgré ce que pourrait laisser croire son nom, a 6 ans. C'est comme si le sol se dérobait sous les pieds d'Anatole. Que doit-il faire? Lui et Bernadette devaient quitter la région pour les études à Québec. Mais que faire de Gertrude? Amener avec eux Gertrude en appartement à Québec? Mais ça semble impensable. Bernadette ne veut pas d'enfant avant au moins 5 ou 6 ans, le temps de lancer sa carrière. Vouloir lui imposer sa demi-sœur serait matière à dispute et sans doute à séparation. Et pour Anatole, s'occuper de sa demi-sœur implique qu'il faudra s'en occuper adéquatement et veiller à son développement. Il faudra passer beaucoup de temps lors des soirées pour l'aider à faire ses devoirs, plutôt que de vaquer à ses propres études dans son programme universitaire, s'il y a les deux en même temps. Et d'un autre côté, si Anatole ne prend pas en charge sa demi-sœur, qui le fera? Dans sa famille, 2 oncles pourraient le faire. Oncle et parrain Samy, non fictif, qui vit maintenant en Ontario. Cependant, la dernière fois qu'il a vu Gertrude, elle avait 6 mois. C'est donc un parfait inconnu pour elle. L'autre oncle, Tony, travaille sur un chantier à la baie James. Il a des horaires de travail très chargés, mais il dit qu'il pourrait payer du monde pour la garder. Pour sa part, Gertrude est effrayée. Elle ne veut ni aller vivre en anglais en Ontario, ni s'expatrier à la baie James. Elle veut être avec son grand frère, Anatole. Anatole est à la croisée des chemins. Il ne veut pas abandonner sa demi-sœur. Mais d'un autre côté, comment peut-il vraiment la prendre en charge? S'il la prend en charge, il devra lui faire ses devoirs plutôt que de s'occuper de ses propres études. Il devra aussi travailler pour subvenir à ses besoins. Il ne pourra pas l'imposer à son amoureuse Bernadette, qui, elle, ne veut pas d'enfant dans l'immédiat et veut plutôt se concentrer sur son avenir d'ergothérapeute. Doit-il mettre un terme à ses études pour travailler à temps plein et s'occuper de sa demi-sœur? Question ou étape, ça serait, remarquez, dans les dissertations, ça va être les étapes qui vont se retrouver là. Donc, en même temps, ça va faire un exercice pour les deux. Face à ce dilemme éthique, ce problème éthique-là, dites ce que conseillerait à Anatole à la fois un utilitariste et un kantien. Là, on va le faire d'abord en se concentrant sur la perspective utilitariste, mais je vais quand même faire après, rapidement avec vous, l'application pour un kantien, puisqu'on a déjà vu la morale du devoir de Kant, donc ça fera un rappel, puis vous verrez l'application de 2 théories. Donc, au départ, il y aurait à rédiger le paragraphe d'intro en indiquant les choix qui s'offrent à Anatole. Bien, les choix qui s'offrent à Anatole, ils se réduisent globalement à 2 choix. Soit il prend en charge sa demi-sœur, ou soit il ne la prend pas en charge. C'est les 2 choix. Avec nuance, on pourrait voir un 3e choix, c'est qu'il pourrait ne pas la prendre en charge immédiatement, mais la reprendre en charge dans 3 ans, par exemple, ou dans 4 ans. Donc, les choix, soit il prend en charge ou soit il ne prend pas en charge sa demi-sœur. Les 2 grands choix avec la variante, est-ce qu'il la prend en charge tout de suite ou pas? Ensuite,
les valeurs positives qui peuvent être évoquées pour chacun des choix. Je reviendrai là-dessus, mais tout de suite, bien, c'est assez simple. On peut mentionner quelle valeur positive est impliquée s'il prend en charge sa demi-sœur. Ça pourrait être l'empathie pour sa demi-sœur. Ça pourrait être les valeurs familiales. Ça pourrait être les valeurs familiales qui sont évoquées ici pour la prendre en charge. À l'inverse, quelle valeur pourrait être évoquée pour ne pas prendre en charge sa demi-sœur? Ça pourrait être la réalisation de soi. Parce que en prenant en charge sa demi-sœur, il met fin à sa perspective d'obtenir la carrière de son choix. Donc, il risque d'avoir un emploi au salaire minimum pour le reste de sa vie qu'il n'aimera peut-être pas. Donc, la valeur ici, pour ne pas prendre en charge sa demi-sœur, si on veut essayer de discerner une valeur positive, ça pourrait être l'accomplissement de soi ou la réalisation de soi ou le développement de soi ou les études. À l'inverse, pour prendre sa demi-sœur en charge, ça pourrait être la famille, la valeur de la famille. Et au moins une conséquence, bien le choix n'est pas arbitraire et pas sans conséquence, puisque en prenant en charge sa demi-sœur, ça a notamment comme conséquence importante qu'il met fin à ses études, s'il doit travailler pour s'occuper, pour faire vivre sa demi-sœur, pour s'en occuper, etc. Et à l'inverse, s'il ne prend pas en charge sa demi-sœur, ça a une conséquence très importante aussi, puisqu'on peut penser que sa demi-sœur va se sentir abandonnée par le membre le plus significatif encore en vie dans sa famille, dans son entourage. Donc, comment s'appliquent les critères utilitaristes face à un problème comme celui-ci? Dans un cas comme celui-ci, comment va s'appliquer l'utilitarisme? Donc, un premier élément, c'est qu'il faut considérer tout être vivant ayant la capacité à ressentir impliqué par la décision. La décision ici, c'est soit prendre en charge ou ne pas prendre en charge. Donc, est-ce que ça implique des animaux? Non. Donc, déjà, ça vient réduire pour les êtres vivants qui ont la capacité à ressentir. Là, il n'y a pas vraiment d'animaux impliqués dans le choix. En termes de durée temporelle, est-ce qu'il y a des répercussions sur l'environnement dans ce problème éthique-là? Non, pas vraiment. Donc, ça vient simplifier un peu aussi. Qui sont les personnes ou les êtres vivants vraiment impliqués par la décision? Eh bien, c'est Anatole, puisque sa décision a un impact direct sur la poursuite ou pas de ses études et la carrière ou pas de son choix. Donc, Anatole est impliqué. Ensuite, sa demi-sœur Gertrude, elle est impliquée aussi par la décision, évidemment. Ensuite, Bernadette, la copine d'Anatole, est impliquée aussi. Et les deux oncles, Tony et Samy, sont impliqués aussi. Donc, il y a essentiellement 4 personnes impliquées. Anatole, sa demi-sœur Gertrude, Bernadette, la copine d'Anatole, et 5 personnes impliquées et les 2 oncles. Quels vont être les impacts si Anatole prend en charge sa demi-sœur? S'il la prend en charge, il va y avoir donc des conséquences qui vont alléger la charge pour les 2 oncles. Donc, impact positif pour oncle Samy et oncle Tony de ne pas avoir à prendre en charge la petite fille. Leur entourage, là, on ne sait pas si Tony et Samy, s'ils sont mariés ou pas, est-ce qu'ils ont eux-mêmes des enfants ou non, on n'a pas ces détails-là. Par contre, on voit que Tony travaille sur les chantiers à la Baie James. Il y a de l'argent pour payer, pour que quelqu'un puisse garder, mais lui-même ne serait pas très présent. Donc ça nous donne quelques indications, même s'ils ne sont pas précises. Ensuite, si Anatole prend en charge sa demi-sœur, ça a un impact ou des impacts aussi négatifs sur sa copine, Bernadette, qui veut
qui ne veut pas avoir d'enfant maintenant, qui veut se concentrer sur ses études en ergothérapie. Donc, il va probablement avoir une rupture amoureuse. Donc, ici, conséquences négatives pour Bernadette et pour Anatole, probablement fin de leur relation amoureuse ou sinon déchirement, puisque Bernadette, sa copine, ne veut pas d'enfant, ne veut pas avoir à s'en soucier, s'en préoccuper. Elle veut se concentrer entièrement sur ses études et son avenir pour devenir ergothérapeute. Donc, faire les études à l'université et ensuite lancer sa carrière. Ensuite, si Anatole prend en charge sa demi-sœur, là, ça a par contre des impacts très positifs sur sa demi-sœur. Ça a des impacts positifs aussi sur toute la durée du développement de sa demi-sœur. Donc, non seulement dans l'immédiat, mais aussi pour l'ensemble de sa vie adulte. On peut penser que ça va laisser des traces. Donc, c'est des impacts à long terme qui sont très positifs aussi à long terme. Par contre, il y a une durée aussi dans les impacts négatifs pour Anatole, puisque sa demi-sœur est très jeune, bien avant qu'elle puisse être autonome financièrement et qu'Anatole ait plus besoin de travailler à peu près à temps plein pour subvenir à ses besoins, donc des années pendant lesquelles il ne peut pas poursuivre ses études à l'université en journalisme, ou en tout cas qui ne peut pas être à temps plein sur le marché du travail en même temps qu'il serait à temps plein aux études, bien, ça veut dire que Anatole va probablement devoir renoncer à sa carrière souhaitée et probablement étant donné qu'il va devoir prendre le premier emploi du bar avec seulement qu'un diplôme d'études collégiales ici en poche, qui n'a pas une spécialisation en plus préuniversitaire dans les données du problème, bien ça va probablement être un emploi aussi au salaire minimum. Probablement aussi qu'il va y avoir chez Anatole un certain ressentiment. Donc ça, si on considère l'autre option maintenant, c'est sûr qu'on peut simplifier d'une certaine façon en relevant qu'il y a un peu un jeu de miroir ici, c'est-à-dire que les conséquences qui sont positives en prenant sa demi-sœur deviennent négatives en ne la prenant pas, celles qui sont négatives en la prenant deviennent positives en ne la prenant pas. Donc, pour l'ensemble des conséquences positives et négatives entre la prendre et ne pas la prendre en charge, ben c'est un peu un jeu de miroir là, ici qu'on peut appliquer pour simplifier. C'est certain que dans les deux éléments qui ont beaucoup de poids en intensité et en durée aussi, bien c'est le sentiment d'abandon pour Gertrude si elle n'est pas prise en charge, et à l'inverse, si elle est prise en charge, c'est le sentiment de sacrifice pour Anatole, étant donné que, puisque Anatole a 21 ans, sa demi-sœur a 6 ans, donc, s'il la prend en charge, avant qu'elle puisse être réellement autonome financièrement, c'est au minimum ses 18 ans, mais fort probablement peut-être même plus, avant qu'elle soit entièrement autonome. Et même si on met ça à ses 18 ans, puisqu'elle a 6 ans, c'est dans 12 ans. Si on ajoute 12 ans à Anatole qui a 21 ans, il est rendu à 33 ans. Si à 33 ans, il doit seulement qu'à ce moment-là retourner faire un baccalauréat en communication, c'est 3 ans, plus un certificat en journalisme, c'est une autre année, donc un 4 ans à partir de ses 33 ans, bien là, ça le mènerait à 37 ans avant qu'il ait porté ses premiers CV pour être journaliste. Donc, rendu à cet âge-là, probablement, donc, finalement, qu'en prenant en charge ou à charge sa demi-sœur, Anatole devra passer à côté finalement de ce qui le motivait comme carrière et probablement qu'il risque d'avoir une vie faite en bonne partie de ressentiment d'avoir un travail peut-être qui ne lui plaît pas, prendre le premier travail accessible
probablement au salaire minimum pour survivre, tout simplement. Probablement peut-être le ressentiment aussi de perdre son amour, Bernadette, à ce moment-là, etc. Mais à l'inverse, il y a le sentiment d'abandon, les répercussions sur l'adulte que Gertrude deviendra, etc., etc. Ici, les utilitaristes pourraient envisager une troisième option, c'est-à-dire que Anatole pourrait ne pas prendre en charge sa demi-sœur dans l'immédiat pour faire son baccalauréat en communication publique et ensuite son certificat en journaliste. Donc, supposons 3 ans pour son bac, 1 année pour le certificat, ça mène à 4 ans. Donc, il aurait 25 ans à ce moment-là, Anatole, lorsqu'il terminerait. Sa copine Bernadette pourrait en même temps avoir terminé ses études et dans 4 ans, à l'âge de 25 ans, Anatole pourrait prendre en charge Gertrude. Donc Gertrude, dans 4 ans, elle serait rendue à 10 ans. Ça implique 4 ans de sacrifice pour Gertrude en étant pendant ces années-là confiée à un des 2 oncles. Par contre, ça vient diminuer le sentiment d'abandon. Il peut y avoir, un utilitariste pourrait dire qu'il peut y avoir moyen d'essayer de faire saisir que c'est quelque chose de temporaire, quoique dans le désagrément, un utilitariste devrait aussi calculer ou considérer que temporaire pour un enfant de 6 ans, lorsque le temporaire va durer 4 ans, c'est presque aussi long que sa vie consciente. Donc, ça va quand même être un sentiment souffrant là, pour la demi-sœur, mais moindre que si c'est en ne la reprenant jamais à charge. Par contre, ici, un utilitariste pourrait dire ça vient un peu ménager le plus grand bonheur pour le plus grand nombre dans la mesure où ensuite, si Anatole devient journaliste en ayant complété ses études, il a 25 ans, ça fait en sorte qu'il a un salaire plus décent plutôt que d'être qu'au salaire minimum pour vraiment subvenir aussi aux besoins de sa demi-sœur pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse poursuivre des études. Si Anatole est au salaire minimum et que Gertrude doit rapidement aussi tendre vers l'autonomie financière, peut-être que ça peut avoir des impacts sur ses études à Gertrude aussi, alors que si Anatole peut la soutenir financièrement et qu'il peut dire, si tu poursuis tes études jusqu'à l'âge de, 22, 23 ans, je peux te soutenir, là, ça a un impact aussi à long terme. Donc, une petite remarque ici, en fait, 2 remarques que je mets ensemble, que conseillerait un utilitariste à Anatole, fort probablement que la majeure partie des utilitaristes conseillerait à Anatole de ne pas prendre immédiatement sa demi-sœur, mais par contre de s'engager à la prendre en charge immédiatement après que ses études soient complétées et en s'engageant à compléter ses études le plus rapidement possible. Donc, un utilitariste conseillerait à Anatole de prendre sa demi-sœur en charge, mais dans à peu près 4 ans, au moment où il aura terminé ses études universitaires et où il entrera sur le marché du travail, mais où il devra garder à charge ou subvenir financièrement l'ensemble des besoins de sa demi-sœur jusqu'à ce qu'elle puisse être autonome. Donc, même si elle n'a que 6 ans présentement, qu'elle serait peut-être sous sa responsabilité à partir de l'âge de 10 ans, mais si ça peut s'étendre jusqu'au début vingtaine, qu'il puisse la soutenir. Ce serait fort probablement le conseil de la majeure partie des utilitaristes. Je dis fort probablement et je dis majorité ou majeure partie. Là, c'est la seconde remarque que je veux faire ici. Dans l'évaluation critique, j'ai mentionné que l'utilitarisme pouvait parfois donner une fausse impression d'objectivité et qu'il peut y avoir des jugements de valeur, même dans les paramètres. Dans cet exercice-ci, on peut voir cet élément-là qui vient jouer parce que même si une vaste partie des utilitaristes opterait pour
l'option là, que je viens de vous mentionner, la prendre en charge, mais pas dans les médias, en différant un peu. Reste que ce serait fort probablement pas le cas de la totalité des utilitaristes non plus, dans la mesure où ça dépend de l'intensité qu'on attribue au sentiment de réalisation de soi avec la carrière, ça dépend de l'intensité qu'on attribue au sentiment d'être abandonné ou non, ça dépend aussi de l'intensité qu'on met dans la balance pendant la période de 4 ans à peu près. Si Anatole va prendre sa demi-sœur en charge dans 4 ans, qu'elle est confiée à un des deux oncles, pendant ce temps-là, il peut y avoir des liens quand même qui sont tissés, notamment avec les moyens technologiques, là, Skype, Zoom, FaceTime, etc. Mais là, les utilitaristes, ça dépend. Ça dépend comment est-ce qu'ils l'évaluent ou qu'ils le calculent. Est-ce que ça, c'est valable pour garder des liens quand même pendant les 4 années, dans un moindre mal, mais que ça ne serait pas valable si c'était à vie? Comment est-ce que les utilitaristes accordent l'intensité au sentiment d'abandon s'il ne la prend pas du tout en charge par rapport à s'il diffère ou s'il la prend immédiatement en charge? Donc, tous ces éléments-là liés principalement au sentiment de la demi-sœur et au sentiment du grand frère par rapport à la carrière, ces intensités-là vont pouvoir en faire varier la conclusion utilitariste en faisant varier les paramètres. Le reste change beaucoup moins, l'impact sur l'amoureuse, l'impact sur les ongles. Là, il y a des variations moins sensibles, mais pour les deux principaux intéressés dans ce cas-ci, le calcul utilitariste est pas un absolu. Il y a quand même une interprétation des valeurs accordées en termes d'intensité à la filiation, au sentiment de famille, aux liens aussi, qu'on ne sait pas là, non plus dans le détail quels sont les liens entre Anatole et sa demi-sœur. Il y a quand même une différence d'âge assez importante. Comment est-ce que c'est vécu? Même si ce n'est pas l'objet principal de la présente capsule, étant donné qu'on a lu le problème éthique, j'en profite pour vous mentionner comment s'appliquerait la morale du devoir de Kant à ce problème éthique-là, même si la capsule, là, c'est sur l'utilitarisme, je vous mentionne quand même. Dans la perspective de la morale du devoir de Kant, donc qui réfère à une autre capsule auparavant, première étape, c'est qu'on transforme les deux choix en deux règles d'action. Donc, soit il la prend en charge, soit il la prend en charge, ça devient on doit s'occuper d'une demi-sœur ou on ne doit pas s'occuper d'une demi-sœur. Premier filtre, si on teste l'option on doit s'occuper d'une demi-sœur. Premier filtre, universalisation. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde est obligé de suivre la règle où on doit aider ou soutenir une demi-sœur? Est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que ça détruit l'humanité? Bien sûr que non. Est-ce que c'est contre les intérêts fondamentaux de l'humanité de s'occuper ou de se soucier ou de prendre en charge d'une demi-sœur? Non plus. Surtout qu'on peut penser que l'application devient un peu proportionnelle. Si les parents sont encore en vie, ce qui risque d'être la majorité des cas, s'occuper d'une demi-sœur ne veut pas dire nécessairement abandonner ses études. Ça devient le cas que dans des situations où les parents ne sont plus là, mais prendre en charge ou s'occuper de sa demi-sœur ou de sa sœur pour élargir, implique pas forcément aussi d'abandonner ses études. Ça ne nuit pas aux intérêts de l'humanité de s'occuper d'une sœur ou d'une demi-sœur. Deuxième filtre, naturalisation. Est-ce que ça cache des mauvaises intentions de s'occuper de sa sœur ou de sa demi-sœur? A priori, non. Et réversibilité, si les rôles étaient inversés, est-ce qu'on se sentirait offusqué que quelqu'un s'occupe de nous, nous aide, nous soutienne, etc.? Évidemment, non. Ça ne dérangerait pas, on en serait même heureux. Donc, l'option « on doit s'occuper d'une sœur ou d'une demi-sœur » passe, ça doit être considéré comme un devoir du point de vue d'une morale kantienne. Si on teste l'autre option, donc ne pas prendre en charge la demi-sœur, on formule sous forme de règle d'action pour tester la règle d'action. Donc si on formule « on ne doit pas s'occuper
d'une sœur ou d'une demi-sœur, ou si on formule « on ne doit pas prendre en charge », donc s'occuper ou prendre en charge, d'une sœur ou d'une demi-sœur. Universalisation, est-ce que c'est impossible de ne pas s'occuper d'une sœur? C'est pas impossible. Est-ce que ça détruit l'humanité? Ben, pas littéralement, ça vient pas au sens propre, vraiment détruire l'humanité s'il n'y a plus personne qui s'occupe de sa sœur ou de sa demi-sœur. Par contre, si c'est une règle que tout le monde doit faire en sorte de ne pas s'occuper ou de ne pas soutenir sa sœur ou sa demi-sœur, bien, on peut penser que ça va contre les intérêts fondamentaux de l'humanité. Donc, ça ne passe pas ce filtre-là. Remarquez que si on n'était pas certain et qu'on regardait d'autres filtres, si on continuait avec le filtre réversibilité, ne pas réduire l'autre simplement qu'à un moyen pour nos propres objectifs, mais considérer comme une personne à part entière, ce qui est tout simplement le principe pratique d'inverser les rôles, bien, si on était à la place de Gertrude, Gertrude ici qui a 6 ans, qui est toute jeune, est-ce qu'on voudrait être abandonné au moment où nos parents ont perdu la vie? Bien sûr que non. Donc, on ne voudrait pas qu'on agisse comme ça envers nous. Donc, quand on dirait on ne doit pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres viennent nous faire. Donc, ici, ça ne passerait pas ce filtre-là non plus. Donc, pour un kantien, dans la morale du devoir, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour un kantien, le devoir d'Anatole serait de prendre en charge sa demi-sœur, même si, dans ce cas pratique-là, ça implique qu'il abandonne ses études et qu'il abandonne peut-être même la carrière qu'il souhaitait faire et peut-être même qu'il rompe avec son amoureuse. Donc, même si ça implique tout ça, pour un partisan de la morale du devoir kantienne, ce serait son devoir de prendre en charge sa demi-sœur là, maintenant. Ce serait son devoir, même si ça a ces impacts-là négatifs. Alors que si on y va avec le calcul utilitaris, là, un utilitaris, de manière générale, avec les nuances là, que je disais tantôt, où il peut y avoir des interprétations de valeurs différentes selon les valeurs, le poids accordé à la réalisation de soi ou aux valeurs familiales ou aux liens entre frères et sœurs, même s'il peut y avoir des variations là, règle générale, un utilitaris, contrairement à un kantien, conseillerait de ne pas prendre en charge immédiatement sa demi-sœur, mais de s'engager tout de même à la prendre en charge une fois sa carrière lancée, une fois ses études complétées, pour en venir finalement à une espèce de moindre mal. Ça, c'est pour l'exercice de mise en application de l'utilitaris, où on a aussi mis en application la morale du devoir de Kant.